général de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Michel, la parole est à vous. Bonjour, merci. Je suis vraiment très heureuse de participer à cette importante rencontre qui met fin à un grand cycle d'actions collectives à la grandeur de la planète. D'abord, je veux aussi reconnaître que la COICI est située sur un territoire Mohawk non cédé qui a longtemps été un lieu de rencontre à Montréal et souligner que pour la COICI, cette reconnaissance doit impliquer un engagement pour la construction de rapports de nation à nation avec les premiers peuples du Québec et du Canada. Alors, donc, les discriminations à l'égard des femmes et des filles restent présentes dans tous les domaines de la société et résultent très souvent de normes et de traditions sexistes qui perdurent malgré les avancées sur le plan scolaire et le plan légal, que je voulais dire. Le fait d'être une femme demeure encore un gage de pauvreté et de discrimination. Avant d'aller plus loin dans ce portrait, je voudrais quand même souligner qu'il y a des progrès qui ont été réalisés pour l'égalité des droits des femmes, des droits des filles. La reconnaissance de ces droits a beaucoup progressé sur le plan des normes internationales au cours des dernières décennies, notamment depuis l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention importante de l'ONU a été adoptée en 1979. C'est important quand même de noter qu'on a des avancées. Mais à travers le monde, les femmes demeurent moins scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Les effets de la pauvreté, vous le savez, sont plus marqués pour les femmes et les filles, étant donné les stéréotypes et le rôle des hommes et des femmes et la division sexuelle du travail qui en découle. Quand on pense à la division sexuelle du travail, on pense à la responsabilité disproportionnée des femmes pour les tâches familiales au sein des ménages, l'inégalité d'accès aux ressources productives aussi. De même, en raison de leur statut et de leur socialisation, on le sait, les femmes et les filles sont davantage affectées par les catastrophes naturelles et les crises humanitaires. Malgré de réelles avancées en matière d'accès à l'éducation, au niveau primaire et secondaire, on remarque que le taux d'abandon scolaire et d'analphabétisme demeure plus élevé parmi les filles que les garçons à l'échelle mondiale. En raison de lois et de pratiques discriminatoires persistantes, seulement 15 des propriétaires des terres agricoles à l'échelle de la planète sont des femmes. On estime aujourd'hui que près d'une femme sur 5 est mariée avant l'âge de 18 ans, ce qui freine sa scolarité et accroît le nombre de grossesses précoces. On sait aussi que la violence faite aux femmes, on va souligner dans 2 jours les 16 jours d'action contre les violences faites aux femmes, ben, il y a, selon l'ONU, il y a près d'un tiers des femmes à l'échelle mondiale qui ont subi des violences. Donc, c'est un très triste portrait quand on pense à la situation des femmes et des filles à travers le monde. C'est pour ça qu'on peut très certainement affirmer que si on veut atteindre l'objectif 5 des objectifs de développement durable de l'ONU, soit l'atteinte de l'égalité des sexes, on ne pourra pas réaliser cet objectif si on n'atteint pas tous les objectifs, les 17 objectifs. Parce que quand on regarde tous les objectifs de développement durable, ils concernent particulièrement les femmes et les filles. Très certainement, les 52 petits et moyens organismes qui ont réalisé des projets novateurs avec leurs partenaires dans 33 pays du Sud
ont contribué à l'action des Canadiennes et des Canadiens pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes et des filles, pour une plus grande autonomisation des femmes et des filles et pour la défense de leurs droits. Leur rapport novateur, unique, doit être reconnu et certainement, ce programme, le FIT, doit être poursuivi. Merci. Merci beaucoup, Michel. Euh, Thanks, merci. Michelle. So I'm very happy to be able to be Donc, speaking. je suis très heureuse. Je m'appelle Janice Hamilton, je suis la directrice du Manitoba Council of International Cooperation et nous sommes très heureuses que Michelle a pu se joindre à nous aujourd'hui. Elle a participé au premier webinaire du FIT quand on a lancé le FIT il y a plusieurs années. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, j'aimerais vous offrir un peu de contexte sur le RCC, le réseau de coordination des conseils. Ce sont 8 conseils partout au pays dévoués à la justice sociale et au changement social. Le RCC représente des sociétés, des organisations de société civile partout au pays qui a beaucoup travaillé à favoriser la participation de ces organisations, les groupes de la diaspora, des jeunes, des éducateurs et d'autres par la représentation intersectionnelle. Nous sommes dévoués à la solidarité. Nous sommes enracinés dans des communautés partout au Canada et nous sommes les leaders dans l'engagement et l'éducation populaire, l'engagement du public. Il y a 10 ans, quand le RCC a commencé à soulever l'enjeu du manque de financement pour les PMO et pour le travail avec leurs partenaires partout au monde. À l'époque, Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international, a lancé cette initiative. Il y en a 3 parties. D'abord, le guichet unique géré par Affaires mondiales. Ensuite, le FIT, le Fonds pour l'innovation et la transformation, géré par le Conseil manitobain. Et le troisième, c'est Activer le changement, géré par le Conseil albertain au nom du RCC. Et aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur FIT, qui est un programme d'innovation financé par Affaires mondiales Canada et conçu pour soutenir les petites et moyennes organisations, les SMO, et leurs partenaires du Sud qui testent des solutions innovantes visant à faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, des filles et des communautés vulnérables. C'est un programme de 5 ans finançant 54 innovations dans 33 pays. 2 tiers de ces solutions ont été testées en Afrique et les autres en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. La FIT soutient les OSC qui sont des OSC, des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises sociales et des organisations du secteur privé. Le FIT a fourni à ces organisations un financement sur une période de 6 à 15 mois pour tester des solutions en partenariat avec des organisations locales. Le FIT cherche également à favoriser l'apprentissage collectif et le renforcement des capacités par le biais d'espaces et de pratiques de partage des connaissances. Et c'était vraiment un privilège de participer à ce programme, de voir le travail extraordinaire que font les SMO et leurs partenaires. Maintenant est venu le moment de partager les résultats de ce programme. Le FIT cherche à favoriser l'apprentissage. Mesurer l'égalité des sexes dans l'espace d'innovation est à la fois nouveau et complexe. S'appuyant sur les résultats et les apprentissages du programme, les membres de l'équipe du FIT ont élaboré le cadre d'évaluation de l'innovation en fonction du genre afin d'évaluer la manière dont l'expérimentation des solutions novatrices a permis aux
aux SMO et à leurs partenaires du Sud de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, conformément à la politique féministe d'aide internationale du Canada. Donc, nos présentateurs et nos présentatrices travaillent là-dessus et nous sommes impatients de savoir si et comment l'égalité des sexes a été démontrée dans certains des projets testés. Donc, j'aimerais présenter nos intervenants aujourd'hui. Lisa Gaudry, gestionnaire du programme FIT. Elle a plus de 12 ans d'expérience dans le secteur humanitaire et de la coopération internationale dans l'Est et le Sud de l'Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Elle se joint à nous depuis Kigali, au Rwanda. Sarah Harrison est spécialiste de l'égalité des sexes avec plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. Elle est spécialisée dans l'innovation, les marchés inclusifs et l'empowerment et l'autonomisation des femmes et a participé comme consultante au programme FIT. Elle se joint à nous depuis Toronto, territoire du traité 13. Elles vont nous présenter leurs résultats. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte de questions et de réponses. Maintenant, c'est un grand plaisir de passer le micro à Lisa et Sarah. Merci beaucoup, Janice. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Il y a beaucoup de contenu à vous présenter aujourd'hui. Nous allons fermer nos caméras pendant notre présentation et on va revenir. Nous serons visibles à la fin pour la période de questions et de réponses. Donc, pour commencer, nous allons vous offrir un survol de l'évaluation de genre. Ensuite, on va vous parler de ce fameux cadre le cadre d'évaluation de l'égalité des genres pour l'innovation. Ensuite, les résultats du programme FIT et une période de questions et de réponses. C'est très important de reconnaître que le FIT était un programme qui nous permettait de tester des solutions, d'offrir un financement à des petites et moyennes organisations avec le but de faire avancer l'égalité de genre et l'autonomisation des filles et des femmes à travers ces innovations. Quand on parle de PMO pendant cette présentation, on parle des PMO et de tous leurs partenaires. Gardant cela en tête, nos questions d'évaluation étaient les suivantes. Est-ce que les PMO financés par le fonds FIT euh, euh, pour leur projet d'essai, est-ce qu'ils ont pu faire avancer l'égalité et l'autonomisation des filles et des femmes? Et si oui, est-ce que c'était possible et comment dans cet espace d'innovation? Et ensuite, comment ces PMO ont pu faire ces avancées-là par leur programme et à travers leurs partenaires? Donc, pour partager un peu notre processus, on voulait mettre l'emphase sur l'importance d'atteindre les objectifs. Donc, il a fallu créer un cadre d'évaluation. Le cadre a été créé avec des experts dans le domaine et en utilisant des modèles déjà existants. En ce qui concerne le processus, on a créé le cadre, c'était un processus avec plusieurs étapes, tout un cycle, et il a fallu se baser sur des données quantitatives et qualitatives. Il y a deux approches. D'abord, une approche basée sur la théorie, où on commence avec une série de codes et de thèmes qui vont émerger des données. Et ensuite, la deuxième approche, c'est une analyse du cadre lui-même, où on est ouvert à de nouveaux codes, de nouveaux thèmes, au fur et à mesure qu'on analyse les données qu'on recueille. Donc, utiliser ce processus-là nous parle de ce processus itératif par étape. On a développé toute une série de thèmes, mais qu'on s'est ajusté, on a raffiné le tir en voyant les thèmes qui émergeaient. Nous avons fait un projet pilote au début avec des données de 5 PMO et nous avons identifié des lacunes au fur et à mesure et nous avons trouvé des solutions à ces lacunes-là. Comme vous le comprendrez, nous travaillons dans un paysage
très particulier avec des PMO de différents secteurs, contextes et continents en utilisant des différents indicateurs pour atteindre des buts et des objectifs différents. Donc, il y avait beaucoup de défis là. D'abord, comment évaluer le progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans des projets à court terme. L'environnement, pour cela, il y avait beaucoup de défis. Il y a aussi des limites par rapport au cadre qui ne répondait pas nécessairement aux besoins du FIT. FIT était un nouveau programme qui a été lancé assez rapidement et où on voulait tester des solutions. Donc, il n'y avait pas de cadre ni de système d'évaluation qui existait déjà et on ne savait pas quelles allaient être les applications ou les innovations qu'on allait recevoir. Même si c'était un défi, ça nous a présenté une nouvelle opportunité pour évaluer le progrès et les avancées en égalité de genre dans un environnement d'innovation. Donc, pour vous parler un peu des outils et des données qu'on a utilisés, on parle ici de données quantitatives et de qualitatives pour évaluer le succès d'un PMO pour atteindre l'égalité de genre. Ensuite, on voulait parler de l'accès des catalyseurs. Les données qualitatives ont été analysées en utilisant des logiciels analytiques. On a utilisé des rapports, l'analyse des budgets, l'analyse du personnel et le Fit Innovation Tracker, qui est un outil qui a été développé justement pour faire le suivi de ces programmes-là. Le développement du programme FIT et sa stratégie d'égalité de genre a été guidée par la politique féministe d'aide internationale du Canada qui reconnaît l'importance de l'égalité de genre et l'importance de l'autonomisation des filles et des femmes pour atteindre les ODD et réduire la pauvreté mondiale. Les PMO qui ont été choisis pour un financement du FIT devaient s'aligner au FIAP, à cette politique féministe du gouvernement du Canada et tout l'agenda 2030. Il y a eu plus de 1000 indicateurs pour évaluer les différents champs d'action qui ont été inclus dans le cadre et les résultats ont été catégorisés et analysés selon les six champs d'action. Ça nous a permis de catégoriser par thème et par objectif, ce qui nous a offert une façon d'évaluer le progrès. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en gardant en tête nos questions, l'objectif et le paysage, vous voyez le cadre qu'on a développé qui s'appelle le CEGI, Cadre d'évaluation de l'égalité des genres pour l'innovation. Donc, ici, on essaye de mesurer les avancées d'une PMO pour faire avancer l'égalité des filles et des femmes. Il y a plusieurs pratiques organisationnelles, capacités qui ont été mises à profit. Le CJ a utilisé plusieurs indicateurs. Est-ce que le PMO a développé une stratégie? Est-ce qu'il y a eu une évaluation, une analyse de genre? Est-ce qu'ils sont allés chercher des données ventilées? Et ensuite, le CJ a mesuré jusqu'à quel point on a utilisé l'expertise à l'interne ou à l'externe, si le budget reflétait l'égalité de genre et si on a développé une politique pour, bien sûr, contrer les abus et l'harcèlement, la violence sexuelle et sexiste. Tous ces enjeux-là étaient pris en considération pour recevoir un financement du FIT. De plus, le CJ a évalué le progrès en utilisant des stratégies d'accès aux ressources. Vous connaissez
ce concept-là de l'accès, des stratégies d'accès pour permettre aux filles et des femmes à avoir accès aux compétences, aux connaissances pour pouvoir sortir de l'avant de façon très large. Le CJ s'est penché sur trois domaines en ce qui concerne l'accès. L'accès aux ressources, aux services, au soutien, accès aux opportunités et accès aux revenus. Des exemples de stratégies d'accès qu'on voit partout dans le portefeuille du FIT incluent l'accès à l'information, l'accès au renforcement des capacités, à la technologie, à l'équipement. Et finalement, le troisième composant du CJ, c'est l'autonomisation qui est très important pour renforcer voilà, l'empowerment des filles et des femmes, qu'on puisse aller chercher des bénéfices, participer à la prise de décision et contrôler les ressources et les profits. Par exemple, on peut faire avancer les droits de la personne ou faire changer les stéréotypes très présents encore. Il y a quatre champs au FIT, améliorer le leadership des femmes, euh, améliorer la santé reproductive et sexuelle des femmes et changer les normes par rapport au mariage précoce. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant que nous avons partagé un survol du cadre d'évaluation, on va partager les résultats comme tels. On a séparé les résultats dans deux catégories, les résultats FIAP et les résultats CJ. Donc, pour les résultats de la politique féministe, les PMO et les innovations ont été classifiées dans 6 champs d'action selon leurs indicateurs. On a aussi développé des sous-thèmes ou des sous-catégories pour classifier les PMO selon leur but ou leur objectif commun. Comme vous voyez à l'écran, pour les 3 portefeuilles plus grands, il y a eu 10 PMO dans le domaine du genre qui ont travaillé à réduire la violence basée sur le genre, 22 dans la dignité humaine, qui travaillent sur l'éducation et la santé sexuelle et reproductive. Euh, 14 pour le champ d'action 3, la croissance au service de tous, c'est-à-dire le développement économique. Pour les 3 portefeuilles plus petits, il y a 3 PMO en gouvernance inclusive qui ont travaillé pour la promotion des droits de la personne, surtout les droits des femmes, 2 PMO en environnement et l'action pour le climat, pour soutenir la résilience climatique et environnementale des femmes, et un PMO qui a travaillé dans le domaine de la paix et la sécurité, qui a voulu accroître la présence et la représentation des femmes dans ce domaine-là. Finalement, la plupart des participants étaient des femmes, avec 48 000 femmes atteintes, 64 et 27 000 hommes en total. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En ce qui concerne les résultats de ce cadre d'évaluation de l'égalité des genres pour l'innovation. Vous voyez ici les défis pour évaluer l'engagement. On a pris en compte plusieurs indicateurs. Vous voyez dans la colonne à gauche, il y a l'expertise. Est-ce qu'une partie du budget a été allouée à des activités de genre? Est-ce qu'ils ont fait une évaluation de genre? Est-ce qu'ils ont développé une stratégie de genre? Et est-ce qu'ils ont ventilé, est-ce qu'ils sont allés chercher des données ventilées? En ce qui concerne le programme FIT, plusieurs de ces statistiques représentent un respect assez, une conformité assez élevée, mais on a eu quand même des différences et des lacunes. Il y a eu des suggestions de fait auxquelles les différents PMO se sont adressés de façon différente. Il y a eu des chiffres un peu plus bas dans le domaine de la dignité humaine, le développement d'une stratégie d'égalité de genre et l'évaluation de genre. Mais il faut noter que la plupart de ces PMO étaient de la première ronde de soumission et ils ont commencé à tester leur projet au tout début du programme FIT et ont été frappés de plein fouet par la pandémie. Donc, ils ont dû retarder plusieurs de leurs activités. Vous voyez beaucoup de chiffres à l'écran, mais pour la session aujourd'hui, on voulait souligner euh, euh, le cinquième point, l'expertise en genre. Vous voyez qu'il y a l'expertise
et au Canada et dans les régions ou dans le pays local. 32 avaient l'expertise au Canada et dans le pays du Sud. En environnement, 57 euh, euh, en gouvernance inclusive, 33 et en paix et sécurité, 100. Il y a une seule PMO qui avait voilà, de l'expertise au pays du Sud et au Canada, même si on est plus familier avec ce genre d'indicateurs pour les programmes à plus long terme. Les données ont démontré que ces composants s'appliquent aussi à des environnements d'essai, des projets pilotes et des tests. Donc, le clé ici, c'était de mettre en œuvre ces composants-là et de voir qu'est-ce qui était possible à court terme. Bien sûr, ça reste un enjeu dans notre secteur pour les projets FIT. Ça veut dire prendre en considération ce qu'on peut faire à court terme dans un échéancier très court avec un petit budget et dans des environnements changeants où il faut s'adapter au fur et à mesure. Donc, au lieu de faire une évaluation de genre, une analyse de genre complète, ce qu'on ferait pour un projet à plus large. On a adapté cet outil-là. Si le processus est semblable, mais condensé, plus court et pas aussi complet. Même s'il y a une grande conformité, on a vu que ces éléments-là, l'évaluation de genre, la stratégie de genre et avoir cette expertise-là a fait une grande différence pour le succès du projet. Et en ce qui concerne les avancées pour les PMO ou les différents champs d'action du FIAP, un progrès significatif a été atteint par les PMO qui ont travaillé aussi auprès de leur personnel au Canada. Ça, c'était un des facteurs qui a fait avancer le projet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On l'a dit au début de la présentation, le programme FIT n'avait pas un cadre de mesure standardisé ni des indicateurs au début à son lancement. Donc, après plusieurs limites et défis avec les nombreux indicateurs, on a trouvé un système pour classifier par thème parce que c'était essentiellement les activités que faisait chaque PMO pour faire avancer l'autonomisation et l'égalité des femmes. Donc ici, on vous montre les stratégies principales dans chacun des champs d'action. Vous voyez en haut pour l'accès, les stratégies les plus importantes étaient l'accès euh, au renforcement des capacités. Là où il n'y avait pas beaucoup d'informations, la stratégie principale, c'était accès à des connaissances ou à de l'éducation, de la formation pour le développement des compétences. Les PMO ont participé à plusieurs activités, la conscientisation du public par des campagnes d'éducation et le renforcement des capacités par des formations directes. Quand on parle de l'autonomisation, une stratégie qu'on voit dans chaque catégorie, améliorer les connaissances sur l'égalité de genre et faire changer les normes et les codes dans ce domaine. Des exemples que vous voyez là, euh, pour faire changer ces normes-là dans le domaine des droits, des mariages précoces et autres. Ce qu'on a évalué de plus, c'est si l'organisation et les projets utilisent seulement l'accès ou seulement des stratégies d'autonomisation ou une combinaison des deux. Donc, si je peux vous demander de regarder la dernière colonne sur la table, vous allez voir que 30 utilisaient seulement l'autonomisation pendant que les autres tous les PMO ont utilisé une combinaison de tous les points, même si on a mis l'emphase plus sur l'autonomisation. Pour la croissance, 29 utilisaient seulement des stratégies d'accès et les autres ont utilisé une combinaison des deux. Et dans les trois autres portefeuilles, environnement, gouvernance inclusive et paix et sécurité, ils ont utilisé une combinaison de tous. Based on the data,
more progress was made in the growth portfolio overall, Conscient des données, il y a eu plus de progrès, même si il y a eu peu de progrès effectués dans le genre et le portefeuille de la dignité de l'humanité. Et ce qu'on a vu ici, c'est que les PMO dans le portefeuille de croissance se sont attardés sur l'amélioration de l'accès et pourtant la plupart des projets dans le portefeuille de genre et la dignité de l'humanité se sont focalisés sur comment améliorer le pouvoir d'action. Et quand on voit ici que changer les aspects du pouvoir d'action et l'amélioration des normes de genre peut prendre du temps. Les prochaines diapos, s'il vous plaît. Donc, l'une des constatations clés ici était que les produits d'innovation qui introduisent quelque chose de nouveau ou testent quelque chose de nouveau ou mettent sur pied une solution doivent fournir et inclure un élément d'accès et de connaissance, d'information et de compétences en tant que base. Et pour ce qui a trait aux stratégies de pouvoir d'agir, on voulait que, afin de pouvoir rendre le changement plus équitable, c'était important d'inclure ces connaissances fondamentales en termes d'égalité de genre pour les participants. Et les connaissances de base sur les genres nous permettent d'avoir l'égalité et nous permettent de changer les normes en termes d'égalité. Et on a vu qu'il y a un progrès et les PMO essayaient d'obtenir le pouvoir d'action et la manière la plus efficace d'obtenir le progrès important était de combiner les approches d'accès et de pouvoir d'agir et pouvoir d'action. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en plus de l'engagement, l'accès et le pouvoir d'agir, on a aussi inclus ici dans le CEGI les facilitateurs comme composants de succès et pratiquement les leçons tirées dans le domaine d'innovation. Et les facilitateurs ici identifiés comme facteurs qui ont contribué à l'évolution afin de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. Et c'est question de voir ce qu'on peut faire dans le domaine de l'innovation. Et les facilitateurs, donc, sont là comme comment, afin de voir comment les PMO peuvent promouvoir l'innovation future. Et quelques facteurs facilitateurs ont été identifiés et ont été mis en œuvre durant la mise à essai. Il y a eu des programmes et peut-être certains programmes n'auront pas été faisables comme facilitateurs. Alors, afin d'identifier les facilitateurs, on a identifié les données, ce que les PMO ont identifié, dans certains cas, les leçons manquantes durant la mise à essai. Et ici, à l'écran, vous pouvez voir certains facteurs qui ont été identifiés à travers tous les champs d'action. Et chaque domaine a ses propres facilitateurs. Par exemple, pour l'action, on a identifié deux questions de collaborer avec les partenaires locaux et de fournir des opportunités pour les femmes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour continuer, nous avons aussi analysé les facilitateurs dans tous les champs d'action du portefeuille. Et l'analyste de cette analyse, on a vu 5 facteurs clés et qui sont mentionnés ici sans aucun ordre particulier. Et on a vu ici comment engager les femmes leaders et les groupes, donc plusieurs organisations et les groupes d'adolescents pour faciliter les ateliers et ceci visait vraiment à utiliser les intervenantes clés femmes pour nous aider à améliorer les projets et assurer l'efficacité et la légitimité des projets. Et deuxièmement, on voulait engager les hommes et les femmes. Donc, question de faire participer les hommes champions, les alliés, les conjoints et même toutes les familles et dans plusieurs cas, mobiliser les hommes et les garçons nous ont permis de catalyser, de travailler pour avoir le changement. Et le troisième facilitateur qu'on voulait souligner ici, c'était l'importance d'être local. Et on voulait vraiment nous rassurer que l'innovation était conçue et mise sur pied pour prendre en considération la culture, le contexte et les langues. Donc, c'est question d'utiliser l'expertise locale afin de renforcer leur approche.
Et le quatrième facilitateur qui est ressorti, c'était question d'utiliser l'expertise de genre. On a vu les différentes formes d'expertise de genre. Et c'est question généralement de se tourner vers un expert ou un conseiller en matière de genre qui a les compétences. Et plusieurs PMO ont partagé qu'elles étaient étonnées de l'influence et de l'impact que cette expertise a eu dans leur projet. Et cinquièmement, c'est question de collaborer avec les partenaires locaux. Et ça a été souligné par plusieurs PMO. Et il fallait vraiment collaborer avec tous les intervenants et les parties prenantes. Surtout, c'est pareil que l'engagement des organisations des femmes afin d'accroître la légitimité, l'efficacité. Et nous devons aussi voir comment résoudre les défis et les risques potentiels. En plus de collaborer avec les partenaires locaux, elle nous a permis d'améliorer le partenariat local et de renforcer la confiance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour un examen rapide, on a réévalué l'engagement des PMO et on a exploré le progrès des PMO dans les différentes stratégies. On a aussi évalué les facilitateurs qui ont renforcé l'approche. Et pour finir, l'évaluation a aussi pris en considération les défis auxquels les PMO ont été confrontés pendant la mise à essai. Et on espère que ceci va nous permettre de revoir les innovations futures. Et ici, vous pouvez voir à l'écran plusieurs défis tels que la pauvreté, des courtes périodes de mise à essai et la résistance à l'atténuation en termes d'égalité de genre. Vous allez voir comment atténuer la résistance. Ceci a touché deux des six portefeuilles aussi. Et comme on l'a mentionné, une chose intéressante est que des deux portefeuilles, la dignité humaine et le genre, leur point focal était le changement du pouvoir d'action. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quand nous avons analysé les défis à travers tous les champs d'action du portefeuille, il y a eu deux défis principaux qui sont ressortis. Premièrement, une courte période de mise à essai pour la réalisation du progrès en matière d'égalité de genre. Et on a vu que le processus était assez complexe. Plusieurs PMO ont pu lancer le progrès et pour commencer à influencer ces domaines. Et les PM ont aussi reconnu que ce travail doit être continué. Dans certains cas, ils ont réfléchi que leur cible était peut-être très élevée, surtout en vue du changement qu'ils essayaient de créer. Et le deuxième défi qu'on a vu était d'atténuer la résistance à l'égalité de genre. Il y a eu des réactions mixtes par rapport à la formation en matière d'égalité de genre. Plusieurs travaillaient sur des sujets qui étaient vus comme étant des sujets tabous dans les communautés. Donc, plusieurs PMO ont vu que leurs efforts de sensibilisation ou de renforcement et d'éducation auraient été nécessaires et peut-être serait important d'élargir la formation en matière d'égalité de genre. Et plusieurs PMO ont vu que cela n'était pas assez. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et pour finir, dans l'évaluation, on a aussi élaboré une voie à suivre en termes d'innovation pour le cadre d'évaluation de l'égalité de genre. On veut faire avancer l'égalité de genre et autonomiser les femmes et les filles dans un champ d'action de PIAF. Et ici, nous nous sommes focalisés sur la voie utilisée par les PMO dans le portefeuille de la dignité humaine, du champ d'action de la dignité humaine. Donc, par exemple, si on commence en bas, c'est important pour une PMO d'avoir un bon engagement pour faire avancer l'égalité de genre. En plus, les facilitateurs de réussite identifiés pour renforcer le progrès en une courte période de temps et ont été conçus localement et doivent vraiment être intégrés dans la dimension locale et de voir comment prendre les femmes et les filles aussi. Et la stratégie d'accès et de pouvoir d'action doit soutenir cette lutte
pour l'égalité de genre et doit avoir des impacts afin d'avoir le résultat désiré du projet et pour l'innovation afin de pouvoir et de fournir accès au développement pour les services de soins de santé afin d'améliorer la connaissance. Et pour le pouvoir d'action, ceci inclut l'amélioration des connaissances en matière de genre, comment travailler aussi pour changer les normes en matière de genre dans plusieurs domaines. Et ceci va donc nous pousser à améliorer ce domaine-ci en particulier et améliorer le résultat pour la dignité humaine. Et ici, peut-être le point de départ, c'était un point de départ pour un champ d'action dans le portefeuille. Par exemple, si cette voie à suivre aussi peut rejoindre la théorie de changement afin de nous rassurer que l'innovation prend en considération les différents genres, donc intègre la dimension de genre, surtout quand on connaît les différents facilitateurs du secteur et on doit voir vraiment comment nous focaliser sur les différentes stratégies d'accès et de pouvoir d'action afin d'obtenir les résultats désirés. Et pour finir, peut-être cela pourra nous fournir une approche un peu plus significante, un peu plus importante et significative en une courte période de temps pour assurer l'innovation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, en conclusion, on voulait retourner voir les questions d'évaluation principale. Et si oui, est-ce que les programmes financés par FIT et leurs projets de mise à essai, comment est-ce que cela a fait avancer l'égalité en matière de genre et comment cela a autonomisé les femmes et les filles? Et pour répondre à la première question, oui, les données ont démontré que les PMO financés par FIT nous ont démontré un progrès en termes de l'avancement de l'égalité de genre et à autonomiser les femmes et les filles. Et il y a eu un progrès pertinent qui a été réalisé. Et ce n'est pas toutes les PMO qui voulaient progresser dans les domaines de pouvoir d'action. Et ça devait être le cas. On devait s'attendre à ça, surtout pour les programmes de mise à essai et pour l'essai des nouveaux programmes d'innovation. Mais en général, il y a eu un progrès qui a été effectué dans tous les champs d'action. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et pour ce qui a trait aux résultats CEGU, on a appris que le progrès était important, surtout quand on utilisait une approche combinée avec un mélange de l'accès et du pouvoir d'action qui a servi du quoi dans le projet qui devait se réaliser afin de voir du progrès concret. Et ici, on a vu l'accès à l'information et aux compétences et le pouvoir d'action, donc les connaissances en matière d'égalité de genre et le progrès pour l'innovation. Et pour ce qui a trait aux résultats, ceci nous pousse à revoir et les constatations clés que les PMO doivent vraiment s'engager afin d'avancer l'égalité en matière de genre pour l'innovation. Et on voit ici les activités de genre et on doit effectuer des analyses. Ceci inclut la collection des données déagrégées et on doit mettre sur pied une stratégie incluant une approche intégrant la dimension de genre. Et l'élément d'engagement ici qui a vu le plus de variations, c'est là où il y avait l'expertise locale. On a vu une approche combinée de l'expertise canadienne et locale. C'est important. Et si vous vous rappelez que l'accès et le pouvoir d'action, c'est ce que vous faites dans l'espace d'innovation. Il c'est question de voir comment ça peut se produire dans une courte période de temps. Donc, rappelez-vous, ce qui a découlé des données qui sont importantes et les plus pertinentes pour les PMO dans l'espace d'innovation. C'est question d'inclure les différents groupes, incluant les organisations des femmes, les filles et les intervenants, et faire participer les hommes et les garçons, incluant leurs époux, faire une conception locale et nous rassurer que ça soit adapté au contexte local. Et c'est question d'utiliser les experts en matière de genre et de collaborer avec les partenaires locaux et vous allez voir ici, le point final, c'est une combinaison de l'accès, du pouvoir d'action, l'engagement et les facilitateurs. Et c'est ce qui peut nous pousser à avoir du progrès un peu plus équitable en matière d'innovation.